Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici en Ariège. Et pour la première fois, je vous amène avec moi visiter d'abord le parc de la préhistoire, mais ensuite nous irons à la grotte de Niaux et nous finirons par un élevage de chevaux de Mérins. C'est une histoire fabuleuse qui s'annonce, alors on y va? Bonjour Cécile. Bonjour Christian. Pardon. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Je suis ravie de t'accueillir chez moi dans les Pyrénées, dans ce superbe site du parc de la Préhistoire. C'est splendide, c'est Mais super oui, il fait beau. il fait beau, il y a de l'eau, il y a du monde, c'est génial. Puis les paysages, c'est grandiose autour. Ouais, c'est vrai que c'est un cirque montagneux et le parc est plutôt bien conçu dans cet environnement-là et c'est vrai que de suite on a l'impression d'être en vacances. Exactement, puis c'est la première fois que je viens en plus, je suis hyper content. Ouais, et puis la météo est avec nous, donc voilà, on va faire une belle découverte du parc. Excellent, on y va? Allez, je t'en prie, on y va. Et donc ce parc, c'est quoi exactement? Alors c'est à la fois un intérieur et un extérieur puisque le parc est très vaste, il fait 13 hectares à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, il faut compter une bonne grosse demi-journée pour tout visiter vraiment et passer sur tous les ateliers. Donc ça combine un intérieur avec un espace musée où on va se rendre, tu verras avec des facsimilés de grottes et les géants de l'âge de glace. Yeah. Avec des animaux géants, échelle 1, etc. Cool. C'est assez monumentaux. Et ensuite, sur les extérieurs, tu vas passer, construire ta visite un petit peu comme tu l'entends, en allant d'atelier en atelier. Donc, on va voir par exemple l'atelier de taille de silex et d'allumage de feu. D'accord. On va aller voir l'atelier de peinture préhistorique pour se mettre dans la peau de nos ancêtres. Et on peut tester ou pas? Et tu vas pouvoir tester effectivement. Excellent. La chasse, voilà, il y a tout un tas d'ateliers. L'idée c'est d'abord de passer un bon temps en famille, de s'amuser et d'apprendre aussi, d'en apprendre un petit peu plus sur nos ancêtres qui vivaient dans ce bel environnement il y a 14 000 ans et au temps où les premières peintures de Niaux ont été faites. Donc l'idée c'est de se familiariser avec nos ancêtres tout en passant un bon moment en famille. Excellent, moi je suis pour. On y Allez, va? on y va. Excellent. Là, on est dans une partie avec des animaux fabuleux, pardon. C'est génial de Là, voir pour ça. le coup, voilà, on donne à voir, donc on est toujours dans le parc de la préhistoire, dans la partie des géants de l'âge de glace. On donne à voir effectivement, ce que pouvaient côtoyer en fait les hommes préhistoriques en allant chercher leurs petites baies tous les jours. Hop, on pouvait croiser un mammouth sans trop de problèmes. Sans trop de problème. Alors ça, c'est une femelle avec Ça, son c'est petit. une femelle. Voilà, on est sur des reconstitutions qui se veulent très réalistes. On est donc sur une jeune femelle. Il faut savoir qu'un mammouth, ça grandit toute sa vie et qu'il y a une importante différence entre les mâles et les femelles étant toujours plus petites que les mâles. Donc voilà, on a une femelle et son petit dans un environnement recréé de steppes glaciaires puisqu'on est à la fin de l'âge de glace, au moment où on parle de nos hommes préhistoriques qui étaient des Cro-Magnons qui vivaient il y a 14 000 ans. D'accord. Alors le mammouth, on le chasse pas, Ça fait partie aussi des images d'Épinal. On peut considérer que non, on ne chasse pas le mammouth. On va utiliser ce que le mammouth nous offre une fois qu'il a fini sa vie, donc son ivoire. On peut utiliser ses ossements. Mais a priori, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, la préhistoire étant une discipline assez jeune, peut-être demain on va trouver le mammouth qui a été tout charcuté et dont on a prélevé les flancs pour les manger. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne chasse pas le mammouth comme on a pu l'imaginer en lisant Rahan quand on était jeune. Je passais à ça. Voilà, c'est exactement la référence. Cécile, on est dans une partie ici qui est fascinante, j'adore. C'est la reconstitution, c'est ça? C'est le facsimilé effectivement de la grotte de Niaux que tu peux voir au parc de la préhistoire. Notre objectif avec ce facsimilé, c'était aussi de permettre à des personnes qui sont en difficulté pour se déplacer dans la grotte de Niaux, puisque tu le verras tout à l'heure, la grotte de Niaux se visite encore, c'est une des rares qui est ouverte au public. L'objectif ici, c'est de permettre aux jeunes enfants, aux gens qui seraient peut-être un peu claustrophobes ou qui auraient des difficultés de locomotion, d'avoir accès à ce chef-d'œuvre de l'art de la préhistoire qui n'a rien
envier à des Lascaux ou à des Chauvet. Tu le vois, c'est juste un trait absolument splendide, superbe. C'est splendide. Donc on y voit à peu près combien d'animaux? Il y a plus de 80 peintures qui sont concentrées dans cet espace qui s'appelle le Salon Noir, sachant que dans la totalité de la grotte de Niaux, on a découvert plus d'une centaine de peintures préhistoriques. Il y a un animal qui domine ou pas? Alors, on a 3 animaux qui dominent, puisqu'on ne fait jamais rien en simple en Ariège. On a, et c'est le cas dans toutes les Pyrénées préhistoriques, on a une triade qui est composée du bison qu'on a derrière, qu'on voit très bien, du bouquetin et du cheval. Donc ça, c'est vraiment la triade pyrénéenne. Ce sont les 3 animaux les plus représentés à la préhistoire dans les Pyrénées. Alors, est-ce qu'on mange les choses? Est-ce qu'on les mange, ces bêtes-là? Alors ça, c'est la vraie question que tous nos visiteurs se posent. Ça a été longtemps imaginé comme ça. Aujourd'hui, cette théorie n'a plus lieu d'être ni d'exister. C'est effectivement une théorie qui date de l'abbé Breuil, qui est un des premiers préhistoriens. Au 19e siècle? Voilà, au début du 20e, effectivement. Aujourd'hui, on sait par les fouilles qu'on a pu faire, et c'est le cas notamment en Ariège, puisque face à la grotte de Niaux, on a la grotte de la Vache, qui est une grotte qui a été occupée par l'homme, contrairement à Niaux, qui n'a été que peinte. C'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et donc on sait que dans cet habitat, on a retrouvé un gisement archéologique riche, une sorte de poubelle préhistorique, de lieu de vie, et on a pu comparer les animaux qu'ils venaient chasser et consommer à la préhistoire et ceux de Niaux. Et là, on s'aperçoit que ça colle pas du tout, que les animaux qu'on mange à la Vache ne sont pas les animaux qu'on peint à Niaux. Et c'est le cas dans beaucoup de grottes en Europe. Il y a une différence entre ce qu'on peint et ce qu'on mange et ce qu'on chasse. Donc, ici en Ariège, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Alors en Ariège, ils vont manger du bouquetin, ils vont manger du lagopède, qui est une petite perdrix de neige. Ils vont consommer aussi du poisson, du saumon, de la truite saumonée, et assez peu finalement de ces animaux. Alors c'est pas le cas pour le bouquetin, on l'a vu, mais pour le bison et pour le cheval, il y en a assez peu qui sont consommés. D'accord. Donc maintenant, toutes les interprétations sont possibles. Pourquoi ils venaient si loin sous terre les peindre? Pourquoi ces animaux-là? Pourquoi avec ces conventions stylistiques-là? Ça fait partie des grands mystères de la préhistoire. Et les chevaux sont superbes. Les chevaux sont très détaillés. On connaît la race? Est-ce que ce sont les fameux chevaux de Mérens ou... Ça, c'est difficile à établir. On n'a jamais retrouvé dans les gisements archéologiques des traces de chevaux de Mérens. Par contre, les conventions stylistiques qu'on a à Niaux, ce sont des chevaux qui sont très détaillés. On le voit derrière nous avec un poil qui est vraiment bien représenté. Ce sont des chevaux barbus avec un détail sur les sabots, avec un détail sur les yeux, sur le museau. Ce sont des chevaux, quand on les montre à des spécialistes animaliers, qui se rapproche effectivement au cheval de Mérens, comme tu l'as dit, mais également au cheval de Przewalski, qui est un cheval, ou au potioc, qu'on trouve également dans le Pays Basque. Ces chevaux un petit peu bas, trapus et poilus, et barbus, comme on le dit. Donc on peut faire effectivement ces comparaisons sans trop de difficultés. D'accord. C'est génial ces chevaux de Mérens, on va aller les voir d'ailleurs. Super. Audrey, qui est notre gardienne de la grotte. Enchantée. Bienvenue. La chamane, c'est ça? C'est ça, la chamane de la grotte. À l'art préhistorique, on a déjà vu ce qu'il faisait à la grotte de Niaux. Ici, c'est un atelier qui nous permet de nous exprimer et de retrouver un petit peu les sensations avec cette semi-pénombre, avec cet éclairage vacillant, de retrouver un peu les sensations. Elles y sont, c'est impressionnant. Quand on rentre, c'est prenant. L'obscurité, la lumière. Puis la lumière vacillante comme ça, ça crée un effet, j'adore, c'est excellent. Et ça permet de se replonger vraiment à l'époque des préhistoriques. Alors en fait, ils peignaient, c'est ça, avec quoi exactement? Alors ils peignaient avec du charbon, du manganèse, de l'oxyde de fer et des ocres ou de l'argile. D'accord. Donc ils peignaient avec quoi? Ils avaient des pinceaux? Oui, ils avaient des pinceaux. Tu peux peindre aussi avec les doigts hein, si tu veux essayer le contact avec la paroi. Donc les pinceaux, tu as aussi des tampons, des pochoirs, même si ça ne se retrouve pas en archéologie, on a quand même des traces indirectes avec les peintures. Donc c'est sûr à 100%. Alors j'avais vu en fait dans un reportage qui soufflait avec une espèce de sarbacane pour faire l'empreinte des mains. Oui, on peut utiliser des os creux par exemple pour effectivement faire le négatif de la main. Ou tu peux aussi essayer en mélangeant la peinture dans la bouche et en soufflant. Même technique, oui, mais tout autour.
C'est effectivement mieux parce que ça reste entre les dents. Ah ouais, on va éviter alors. Avec quoi on peut essayer de peindre? Oui, bien sûr. Tu as des pinceaux. Bon, le noir est la couleur que tu as vue à Nio, la plus utilisée. J'ai pas vu encore, je vais aller voir justement. Voilà. Donc, j'aimerais Tu aller vas voir pouvoir donc tester avant de comment voir. il faisait, voilà. Comme ça, je vais dire au guide, je sais comment il fait. Ce que tu peux regarder, c'est les formes de la roche, puisqu'il ne dessinait pas au hasard, n'importe où, n'importe comment. Il y a eu quand même des choix au niveau des parois. Donc on peut suivre des lignes comme ça? Oui, par exemple. tout à fait. Ou des reliefs aussi, des bosses, des creux. D'accord. Donc, je vois une ligne là. Donc je suis. Oui. Alors, ce qui était le plus dessiné dans les grottes, ce sont les chevaux et les bisons. D'accord. Et après, on trempe le... Oui, tu as la peinture juste au pied des parois. Donc, je continue à suivre la ligne. Oui. Tu peux descendre. Qu'est-ce que tu imagines à travers ton relief? Là, on dirait une tête, comme ça. Oui. Aussi. Là, Oui. je suis là. Un peu. La Oui. fente. Un peu le museau. Je sais pas ce que c'est en fait, mais c'est une bête qui n'existe pas. Ça peut aussi, hein, il y a aussi des animaux indéterminés ou des mélanges de corps d'animaux différents. Il y a Donc, mais ça fait bizarre si je fais ça. ça pourrait faire une tête de cheval. Ah oui. C'est les oreilles, non? Oui, on peut rajouter l'œil. Même si Là. ce n'était pas forcément toujours dessiné, on peut juste avoir quelques parties du corps. La crinière aussi. Alors les chevaux préhistoriques ont la crinière droite et courte, pas Là. forcément au-dessus de ton trait, plein Là. de petits traits pour faire la crinière. Comme ça? Voilà, parfait. Je sais pas très bien me plaindre, tu vois. Ça demandait de l'observation, du temps. Ouais, c'est pas mal. Ça fait une bête bizarre. La joue peut-être du cheval, et si tu continues un petit peu le trait en dessous. Comme ça. Voilà, ouais. Je suis nul. C'est la première. Ça fait bizarre. Mon cheval, il est bizarre. Enfin, les crinières, Il faut continuer, voilà, un petit peu la crinière encore le long du trait. Et donc, les gens peuvent venir faire ça ici? Oui, tout à fait. C'est excellent. Et donc, Les enfants comme les adultes. Ah oui, c'est chouette ça. Bon, ça fait une bête bizarre. Hein. Enfin, on n'est pas dans le show. Il y en a aussi des animaux hybrides, étranges. Ça existe dans les grottes, les animaux. Et donc, quand on peignait, il peignait pour ceux qui voulaient chasser, c'était un peu religieux, c'était on sait quoi exactement? Aujourd'hui, on se rend compte au niveau archéologique que ce ne sont pas forcément les animaux chassés qui étaient le plus dessinés dans ces grottes. L'animal le plus chassé, par exemple, va être le renne, et il est très peu représenté sur les parois des grottes. Le cheval et le bison sont chassés quelquefois, mais en moins grande quantité. Ça reste quand même assez ponctuel dans certains sites. Ce ne sont vraiment pas les deux animaux les plus consommés. Donc effectivement, on le voit plus peut-être comme un art symbolique lié à des croyances ou des rituels particuliers. D'accord. Bon, alors moi j'ai des fait bizarre, j'espère qu'elle ne va pas s'incarner. Et rester des milliers d'années sur la Oui, paroi. non. Non, je te rassure. Ça va être facile. Oui, ça restera jusqu'à la fin de la journée. Ah, c'est excellent. Merci beaucoup. En tout cas. Avec plaisir, merci à toi. C'est excellent, merci. Après le parc de la préhistoire, nous voici désormais à Nio, devant la célèbre grotte de Nio. Et pour des raisons de sécurité et puis également de conditions de préservation, nous ne prenons ni filmer ni prendre de photos. On va donc la visiter tout seul et on se retrouve juste après avec le super guide. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci beaucoup pour la visite que nous venons de faire sur ce site exceptionnel qui est la grotte de Nio. Donc nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur pour prendre des photographies non plus, c'est pour préserver, je présume, la grotte. Tout à fait, pour des raisons de conservation. Donc la grotte, en fait, la particularité, c'est que c'est la vraie. Voilà. C'est fabuleux. Effectivement, ce n'est pas une copie. On voit les peintures originales. Donc nous sommes devant l'entrée artificielle. Nous avons fait ce trajet de 800 mètres. C'est un trajet initiatique pratiquement jusqu'au Salon Noir.
donc qui est la grande salle qu'on a vue, où se concentre la très grande majorité des représentations animales. C'est fou qu'on ait pu conserver, en fait, c'est quasiment intact, à part quelques ruissellements d'eau qui ont abîmé certaines peintures, Oui. mais elles sont dans un état exceptionnel. Oui, il y a eu quelques ruissellements modernes, mais qui ne sont pas dus aux visites, qui ont des causes naturelles. Effectivement, les peintures sont en très bon état de conservation dans le Salon Noir. Vous avez vu certains panneaux, on voit très nettement les animaux. Exactement. Alors l'animal le plus représenté ici, c'est quoi? Oui, l'animal le plus souvent représenté ici et dans les grottes des Pyrénées est le bison. D'accord. C'est l'animal qui domine très nettement le bestiaire, alors que si on prend l'ensemble des grottes connues, c'est plutôt le cheval. Mais cheval et bison font partie de ce couple primordial de l'art paléolithique. Mais le bison, on l'a vu, c'est pas forcément quelque chose qu'il mangeait tout le temps, parce qu'il mangeait plutôt du renne en viande. Voilà. Mais on ne sait donc pas vraiment le but de la représentation ici rupestre. Non, pas vraiment. Ils ont parfois chassé des bisons, mais pas énormément. Effectivement, ils ont plutôt chassé des rennes ou des petits gibiers, comme des oiseaux, comme des lièvres. Le bison représentait à leurs yeux quelque chose. Bien entendu, c'est quelque chose de très important pour eux dans leur imaginaire, dans leur culture. Mais le sens des dessins préhistoriques, de toute façon, on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais. Donc on ne sait pas si c'est effectivement des chamans qui rentraient, parce que vous nous avez dit dans la visite qu'ils étaient peu, en fait, ils vivaient dans des groupes de 30 personnes à peu près, voilà. Mais les 30 ne rentraient pas pour aller peindre, c'était 2, 3, 4 personnes maximum. Voilà, on peut présumer que les grottes étaient peu fréquentées, on le voit notamment grâce aux empreintes de pieds qui sont parfois conservées sur les sols, et on voit que peu de personnes ont fréquenté, qui devaient avoir un statut particulier, donc qui étaient pour certains archéologues des chamans, des sorciers. En tout cas, on peut penser que tout le groupe ne rentrait pas et que les grottes étaient réservées à certaines personnes. On peut penser que la grotte elle-même représentait quelque chose, avait une connotation symbolique. D'accord. On sait aussi, vous avez vu, mais on ne peut pas non plus le visiter pour raison de protection, d'un endroit où il y a des traces de pas d'enfants. Voilà, il y a des empreintes de pieds d'enfants dans cette galerie, qu'on appelle le résoclastre, qui a été découverte en 1970. Il y a également des empreintes d'adultes, d'hommes et de femmes, et de 3 enfants qui ont circulé dans la grotte, qui étaient munis d'une seule torche pour les 3 enfants, et qui ont circulé notamment sur une grande dune de sable. Et sur cette dune, les empreintes sont particulièrement bien conservées. On pourrait presque les mouler, non ? C'est quand même très fragile, c'est sur du sable. Ah oui, c'est du sable légèrement durci, légèrement calcité, mais ça reste très très fragile. D'accord. Et il y a d'autres peintures qui sont ici dans cette partie-là qu'on ne visite pas? Voilà, dans le résoclastre, il y a 5 peintures, 3 bisons, un cheval, qui est le bestiaire classique, et la peinture d'une belette, qui est l'unique représentation d'une belette de cet animal dans l'art paléolithique. C'est rare, effectivement, c'est unique, oui. Voilà, c'est la seule que l'on connaisse, elle a été découverte en 1970, et pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres. C'est fabuleux. Et donc, cette grotte, en fait, ça a été découvert quand et comment? Alors, on n'a pas de date précise de découverte. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs centaines, plus d'un millier de graffitis dans la grotte, oui, depuis le début du XVIIe siècle. Donc, la grotte est fréquentée depuis 1610, au moins, mais les peintures n'ont été authentifiées qu'en 1906. Ce qui veut dire qu'avant 1906, on visitait la grotte pour ses concrétions, pour ses stalactites. Et pas pour les peintures? Pas du tout pour les peintures qui n'intéressaient personne. Vous disiez que l'archéologie préhistorique, en gros, il y avait 100 ans, 200 ans maximum. Voilà, entre les deux, depuis 1860, on a commencé à parler de préhistoire, d'hommes préhistoriques vers 1860 pour les précurseurs, et on a admis très officiellement que les hommes préhistoriques dessinaient sur les parois des grottes en 1902. D'accord, oui, donc c'est récent. Donc c'est très récent. C'est très récent. L'étude de la préhistoire et l'étude de l'art pariétal, ce sont des disciplines très récentes. Le fait qu'il y ait des visites, est-ce que ça altère en fait les conditions ou pas? Non, sinon la grotte serait fermée ou le nombre de personnes serait réduit. Là, ça a été calculé, il y a une étude climatologique qui permet de laisser la grotte ouverte. En prenant des précautions, vous l'avez vu, le nombre de visiteurs est limité par visite, par jour, par an. Le temps de présence dans la grotte et dans la salle des peintures sont limités et l'éclairage est limité. D'accord. Donc d'où le fait qu'on ne puisse pas prendre de photos avec l'éclairage, entre autres. Voilà, pas de photographie, un temps minimum de présence par rapport à la chaleur que dégage notre corps, et la vapeur d'eau également lors de la respiration, on rajoute de l'humidité. Oui, je présume. Elle a beaucoup donc
choses uniques cette grotte. Oui. Le site unique, les gravures, la belette. Voilà, C'est les vraiment empreintes de pied. Ah oui, les empreintes de pied d'enfants. Les empreintes de effectivement. pied d'adultes et d'enfants, effectivement. Mais on a plusieurs grottes en Ariège qui renferment des vestiges uniques. Hein, on peut dire que la préhistoire ariégeoise est unique en elle-même avec ce genre de vestiges. Des statues d'argile dans certaines grottes ariégeoises, des gravures sur le sol, des empreintes de pied. Ah oui, c'est fabuleux. On a vu donc des chevaux également. Oui. On peut penser que c'est les chevaux de Mérins, on peut penser que c'est d'autres chevaux. Alors, le cheval de Mérins, c'est un cheval plus moderne. Hein. Plus moderne, là. Donc on peut penser que c'est très discuté, mais ça pourrait être les descendants. Actuellement, les descendants pourraient être les chevaux de Przewalski ou les tarpans qu'on ne retrouvait plus, qu'on retrouve en Mongolie, puisqu'ils sont réintroduits depuis quelques années. Ce sont des chevaux rustiques, de petits chevaux, très costauds, avec un long pelage l'hiver. D'accord. Ce n'est pas du tout le cheval que l'on voit actuellement. Non, le pur sang. Voilà, c'est pas absolument pas du Mérins, tout. ça s'approche un peu quand même. Voilà, effectivement, ce cheval, c'est un cheval beaucoup plus rustique, montagnard, ça peut s'en approcher. D'accord, bon, on va aller le voir. En revanche, le cheval de Mérins, la prochaine séquence, voilà, s'approcher de D'accord. ce cheval qui lui rapproche un peu de l'art Oui, pariétal. qui a un très beau cheval. C'est un très beau cheval, je n'ai jamais vu, donc ce sera l'occasion. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre fabuleuse visite. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de choses et franchement je conseille vraiment les gens de venir ici, de passer du temps pour voir cette grotte unique au monde parce que c'est la vraie qu'on peut voir. Tout à fait. Et je trouvais ça très particulier et vraiment très émouvant de se dire, enfin, c'est les vrais dessins, ils ont marché là, enfin, Voilà. c'est fabuleux. Voilà. Bah, merci à vous d'être venu Avec grand plaisir en tout cas. Merci et de nous avoir content dit. que ça vous ait plu. Ah beaucoup. Merci beaucoup. Puis nous on va se diriger maintenant vers les chevaux de Mérins pour voir les vrais et les vivants. Bonjour Yves. Et bonjour Christian, Merci beaucoup de nous accueillir ici. c'est normal. C'est Nous sommes splendide. accueillis en Ariège Ben, je vois, et à Veille tout autant. je vois franchement. C'est splendide, j'adore, c'est super beau. C'est la première fois que je viens ici. C'est fabuleux. C'est normal, c'est l'Ariège. Et ça c'est des Mérins. Ça, c'est le cheval de Mérins. C'est notre petit cheval de Mérins, petit par la taille mais grand par la renommée. C'est Oh. le cheval ariégeois de Mérins. Le cheval purement ariégeois. Ariégeois, tout à fait. Il est né ici, il est né dans nos montagnes, dans nos vallées du département de l'Ariège et en particulier de la Haute-Ariège, oui, tout à fait, ici. Tout à fait. On connaît son histoire de quand il date, de quand. à Ça, peu près je ne vais En pas gros. trop savoir vous l'expliquer. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est l'ancêtre du 4x4. Avant que l'homme n'invente le 4x4, c'est avec Le cheval. notre cheval de Mérins que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., faisaient tous les travaux dans la vallée ou se déplaçaient même avec des calèches pour les différents déplacements du quotidien. Donc j'ai souvent tendance à dire que c'est l'ancêtre du 4x4 et il n'y a pas si longtemps que ça, vous ne seriez pas monté en voiture sur le plateau de Beille, et puisque c'est avec le cheval de Mérins que l'on venait ici à Beille. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, les orientations que la race a prises, la demande aussi qui a été faite par les professionnels du tourisme, c'est de proposer un cheval qui soit apte soit à être attelé, ne me mords pas, soit à être attelé, soit à être monté. Donc, enfin, d'autres chevals de Mérins aujourd'hui, voilà, on l'utilise ailleurs, bien loin de nos frontières ariégeoises, soit sous la selle, soit pour des activités d'attelage. D'accord, mais c'est ce qu'on va découvrir alors. J'espère. Là, on est dans un endroit à couper le souffle. C'est sublime, j'adore. Merci beaucoup de nous amener ici.
Et justement, qu'est-ce qu'on vient de faire là avec le cheval? Eh bien là, je viens de leur donner du sel. En fait, sur le plateau, nous sommes 3 éleveurs de chevaux de Mérens, la famille Laurence et Eric Ducassis, Sophie Alzieux et moi-même, et à tour de rôle, et mes enfants, hein, et mes petits-enfants aujourd'hui, je ne veux pas les oublier. À tour de rôle, on vient leur apporter du sel, et ça nous permet de voir le troupeau, de voir l'état du troupeau, voir s'il y a d'éventuels problèmes. Voilà, nous montons à tour de rôle les uns et les autres. Voilà. Un troupeau, il y en a combien? Il y en a sur le plateau, il y en a une quarantaine de mères avec les talons, bien sûr. C'est le gardien du troupeau, plus les poulains. Je ne sais d'ailleurs pas combien nous avons de poulains cet été sur le plateau, mais bon, une quarantaine. Et elles mettent bas chaque année? Régulièrement, oui, régulièrement, les juments portent, voilà, elles sont avec les talons l'été ici sur le plateau, et c'est là qu'elles saillissent, et puis elles mettent bas au printemps, donc au moment où l'herbe repousse dans la vallée. Et elles montent ici sur le plateau dès que la neige a fondu, donc en gros vers le 15 ou le 20 mai. Et elles restent jusqu'aux premières neiges du mois de novembre, de mi-novembre. C'est très rustique alors? C'est une qualité, un atout de notre cheval de Mérens, cette rusticité qui est certainement conférée par cette vie en montagne, et qui fait que le cheval de Mérens est apprécié aujourd'hui bien loin de nos frontières ariégeoises, justement à la fois par rapport à son caractère qui est très, très doux, très docile, mais aussi par rapport à sa facilité d'entretien, par rapport à sa rusticité, et qui est conférée, je me répète, par cette vie en montagne 5 mois de l'année. En fait, on les élève pourquoi maintenant? Alors on les élève pour l'utilisation. En fait, ils sont utilisés soit dans le département, et vous verrez d'ailleurs, je vous ferai visiter tout à l'heure le village d'Angaka, l'association d'Angaka, qui utilise le cheval de Mérens, que nous avons soutenu dans ce projet, qui utilise notre cheval de Mérens à la fois l'été sur le plateau pour assurer des promenades, des randonnées à calèche ou à cheval, mais également bien loin du département de l'Ariège par rapport à des utilisateurs, alors soit en attelage, soit sous la selle. Soit sous la selle, d'accord. Voilà. Donc on peut les monter facilement? On peut les monter facilement, et surtout, vous voyez qu'il a beaucoup de qualités, notre petit cheval de Mérens. Notre cheval de Mérens, une fois qu'il a appris quelque chose, il ne l'oublie pas. Donc on peut l'utiliser régulièrement, et même si on ne le travaille pas, je vais dire au quotidien, il n'oublie jamais ce qu'il a appris. Voilà, c'est une qualité de notre cheval. Il est affectueux. Hein? Ah ben vous le voyez, ça fait 15 jours, 3 semaines que je ne les avais pas vus. Vous voyez qu'ils m'ont reconnu, ils savaient que je leur portais du sel, donc elle est chouette. Voilà. Par contre, je suis désolé, je veux faire un truc que vous n'aimez pas faire, c'est à lui mettre un licol et la tenir. Je suis désolé de vous faire ça. Non, mais il n'y a pas à être désolé. On va avec nous en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je mets un licol. Elle là? Oui, non, mais là je m'excuse, de mettre un licol en fait. Parce que non. Ils sont en liberté. Et là, oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on va les relâcher, qu'elles vont pouvoir aller. Eh bien, on va les relâcher parce que là, avec les mouches et la chaleur, elles ne vont pas rester longtemps, mais pour leur donner du sel, on vient ici, vous voyez les pierres, elles n'ont pas été mises exprès ici, mais elles servent à cela. Elles servent à nos amis vachers, les éleveurs, les propriétaires de vaches, qui assalent, dans notre langue, qui apportent du sel aussi régulièrement sur ces pierres, et ce qui permet aux troupeaux de remonter régulièrement et de venir sur place ici. Voilà. Des bisous. On va les relâcher peut-être parce qu'ils sont un peu impatients. Merci beaucoup Yves pour ces moments fabuleux. En fait, j'en ai pris plein les poumons, plein les yeux. Waouh. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Donc, on continue avec le cheval de Mérens.
On rencontre donc une charmante personne. Oui, tout à fait. Qui est-elle? Charmante et dynamique. Et dynamique, ça, c'est important. C'est avec grand plaisir que je vous présente Isabelle. Isabelle, c'est le poumon, l'âme de la société Angaka. Et Angaka, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est avec grand plaisir que je parle de la société Angaka parce qu'ils mettent en place ici sur le plateau de Beille tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'ils utilisent le cheval de Mérins à la fois l'été et à la fois l'hiver. Et donc pour nous, en tant qu'éleveurs, c'est un aboutissement parce que nous les avons soutenus dès le départ, il y a en gros une dizaine d'années. Ah oui, déjà. Déjà, où le temps passe. Et donc c'est avec grand bonheur que je la présente et que je salue et je loue tout ce qu'ils font au niveau de la société ici sur le plateau. Mais merci de nous accueillir donc à Angaka. Angaka, en deux mots, c'est dans la société, on voit donc des yaourts, comme dit Justin, une yourte et un tipi. C'est quoi exactement du coup? Que peut-on faire ici? Alors Angaka, c'est tout ce qu'on peut faire dans la neige l'hiver, parce que c'est avant tout des activités hivernales. Et alors, on fait la métaphore d'un monde un peu lapon, avec des chiens de traîneau, avec de la raquette, de la construction d'igloo. Et puis depuis une petite dizaine d'années, parce que ça fait 20 ans que ça existe, eh bien c'était évident, étant au pays des Mérins, que l'on se lance dans des activités avec les chevaux de Mérins. Voilà. Par exemple? Alors l'hiver, on a commencé de toute façon avec les activités d'hiver, c'est-à-dire du traîneau à cheval. Et il était évident aussi que les chevaux ont besoin d'être travaillés un petit peu toute l'année, même si évidemment une fois que les apprentissages sont fixés, ils les gardent. Hein. Pendant 3 mois, on peut très bien ne pas atteler et on peut réatteler après. Mais c'est vrai que de pouvoir les travailler l'été aussi et de du coup proposer à la clientèle des promenades en calèche, c'était pertinent, voilà. Et depuis l'hiver dernier, une nouvelle activité qui s'appelle le ski joring, faire du ski derrière le cheval. Donc on est tiré par le cheval? On est tiré par le cheval. Ah, c'est excellent. Voilà. C'est une activité complémentaire à l'attelage parce que ça reste... D'ailleurs, j'en profite et je t'interromps, excuse-moi, mais il est important qu'ils sachent que nous organisons ensemble, avec la station de Beille, mais avec Angaka et le Sherpa Association d'éleveurs de Mérins, nous organisons depuis 3 ou 4 ans, je crois, une journée d'animation d'hiver qui s'appelle Mérins Cheval des Neiges et qui attire beaucoup de monde sur le plateau. Excuse-moi de t'avoir... C'est intéressant. Je t'en prie. Mais on vous invite à revenir cet hiver. D'accord. Voilà. C'est le dernier samedi du mois de janvier, donc c'est le samedi 26 janvier. D'accord. On fait une sorte de démonstration des chevaux sur la neige pour montrer leurs aptitudes, leur capacité à se déplacer sur la neige et à faire des activités avec. Donc c'est ouvert au public, c'est gratuit et on se fait aider par les collègues éleveurs et utilisateurs de la vallée. Si les conditions sont bonnes, on peut se permettre de faire monter d'autres chevaux pour étoffer les animations. Excellent. Avant de faire qu'on vienne voir. Alors. Donc on vous invitera. Ah ouais, donc vous avez parlé d'attelage, on peut aller voir? Ah oui, avec plaisir. Ah, excellent. Alors les chevaux, là, on va être en train de le préparer. Ils sont gentils comme tout, ils bougent pas. Ah, ils sont cool. Je vois, ils sont pas ferrés. Non, ils sont pas ferrés. Pourquoi? Alors, on a la chance ici de travailler sur du terrain souple. C'est du sable ou c'est de la pelouse. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir à les ferrer. Et de toute façon, l'hiver, on travaille sans fer. Sinon, ils glisseraient? Non, enfin, oui, mais le pied nu du cheval, il est juste parfait. Il est étudié pour. Hein. La nature fait bien les choses. Et donc, un cheval qui n'est pas ferré ne glisse pas. Un cheval qui n'est pas ferré va sentir le sol, va sentir les différentes qualités. Et de lui-même, il va corriger ses appuis. Donc, un cheval pas ferré ne glisse pas. C'est plus de sécurité. Après, on a conscience qu'on ne peut pas faire la même chose. On ne va pas pouvoir faire 50 km par jour, ça c'est sûr. Mais le temps du travail, nous, ça nous suffit. D'accord. Je vois par rapport hier, on a vu tout à l'heure en fait dans les grottes de Nio et au parc de la préhistoire, en fait les poils chemin des sabots. En fait, on les retrouve bien ici. En fait. Oui, c'est les caractéristiques, les fanères, on appelle ça des fanères. Et là, localement, c'est ce qu'on appelle les fanons. D'accord. Et du coup, quel est le rôle? Je pense que c'est pour permettre de dégoûter le poil quand les ruisselle. sont... Exactement, comme ça permet de sécher la peau sans crevasser. Voilà, donc ça a une fonction. Hein, J'ai oublié de demander à Yves, l'éleveur, est-ce qu'il change de poil l'hiver? Est-ce qu'il a le poil long? Bien sûr. Est-ce que le poil devient beaucoup plus long ou pas? Oui. C'est des nounours. Hein. L'hiver, ils gonflent leurs poils quand il fait froid. Et en fait, ils ont des poils qui font presque 5, 6,
7 cm d'épaisseur, quand ils se gonflent. oui. Ouais, carrément. Là, ils ont encore leur poil d'été, mais déjà, ils commencent à faire le poil d'hiver. Les matins, quand il fait frais, on les voit déjà, ils gonflent un peu leur poil. Ça se fait progressivement et cet hiver, ils seront équipés. Voilà, on ne tombe pas nos chevaux, on leur laisse leur poil naturel. Ils perdent naturellement le poil et ils le remettent. Il n'y a rien à faire. Ouais. En fait, plus ça va, moins on intervient. Donc on les abrite, surtout l'hiver, du vent, de la neige, surtout du vent. On les abrite de l'humidité, mais sinon ils sont pratiquement tout le temps dehors. C'est chouette. La nature fait bien les choses. C'est chouette. Et superbe. Hein. Puis c'est doux. Non, tu me le rends mon cheval, tu pars pas avec. C'est dommage. Super. Marchez. Allez, hop. Voilà, c'est très bien. Allez, on marche. Voilà. Et donc, tes activités, tu me proposes pour qui en fait? Tout le monde? Alors, qui peut venir te voir? Idéalement, tout le monde bien sûr, mais les familles en particulier, parce que avec nos activités de traîneau l'hiver avec les chiens et les chevaux, ou de calèche et de carte avec les chiens l'été. Ah oui, le kart c'est effectivement tiré par les chevaux. Carte tractée par les chiens. Par les chiens. Voilà, que ce soit comment dire, la calèche ou la petite voiture tirée par les chiens, eh bien on peut accueillir des familles avec de jeunes enfants. Enfin, toute la famille est contente. Voilà, tout le monde en peut en profiter. Voilà, ça c'est la force du travail avec les animaux et de faire de l'attraction animale, c'est de pouvoir emmener tout le monde finalement. Et puis Angaka, ça veut dire quoi justement? Ah oui, comme tu peux le voir, on voit loin, n'est-ce pas? Et en fait, Angaka, ça veut dire homme qui voit plus loin, pardon, je recommence. Je la refais. Ouais. Voilà, Angaka en langue inuit, ça veut dire homme qui voit plus loin. D'accord. Et effectivement, c'est quand même bien trouvé parce que ici on voit loin. On voit très loin. On voit très loin. Un très beau paysage. Je dirais la richesse du plateau de Baye, ce sont ces paysages, clairement. En plus du reste. Donc on voit plus loin. On voit plus loin. Et là, on va aller plus loin. Allez, petit chou, trottez. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Les lâches. Allez, hop, hop, hop. Allez, bonhomme. Chou. Bonjour. Allez, chou, trottez. Trottez. Allez. Et bien voilà, comme toute aventure, tout se termine autour d'un bon repas. Bon, juste quelques fruits, nous sommes honnêtes. Vous êtes d'accord? En tout cas, on a passé une superbe découverte de l'Ariège, ce riche pays en fait, entre les grottes et puis les natures sauvages et préservées comme on a pu voir. Merci beaucoup pour nous avoir accueillis ici sur ce magnifique plateau de Baye que nous avons découvert pour la première fois. Merci pour cette découverte également des chevaux de Mérins, c'est fabuleux, il n'y a pas d'autre mot en tout cas. Merci à toi d'être venu nous rendre visite et d'avoir apprécié effectivement nos richesses ariégeoises et le cheval de Mérins en particulier. Vous aurez été difficile de ne pas pouvoir apprécier, c'est vraiment fabuleux. Mais merci encore Isabelle aussi pour cette balade en calèche, avec de beaux paysages, on en a pris plein les poumons et plein les yeux. Merci beaucoup à vous et puis je vous donne donc rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.